Selon vous, quel type de développement territorial et à quelle vitesse? Cette question de rien n'a changé, on n'y répond pas tout simplement parce qu'on n'a pas de baseline. Donc on est obligé de recueillir des informations tirées de nos institutions statistiques. Du coup, l'accélérateur qui a été donné concernant le développement territorial des provinces du Sud et les PDR qui ont suivi concernant les 10 autres régions du pays. Les PIB par habitant sont assez élevés par rapport à la moyenne nationale, tout simplement parce que la population y est moindre. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle séquence parce qu'il y a de nouveaux enjeux? Absolument. La première version et la seconde version des PDR, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ne va pas disparaître. Nouvelle génération de programmes de développement territoriaux intégrés qui est proposée et qui vient s'empiler sur d'autres programmes déjà qui étaient existants sans que une évaluation très concrète ait été faite et rendue publique. Une évaluation de politique publique dans le vrai sens du terme, avec un ancrage local, régional, provincial, effectivement, c'est pas à l'ordre du jour. La création des sociétés mixtes multiservices, rappelez-vous, gestion de l'eau, gestion de l'énergie à l'échelon régional. On oublie également de rappeler que ce type de structure répond à un autre objectif, c'est la question de la mutualisation des ressources. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on dessaisit le pouvoir du politique, de l'élu? Dessaisir non, parce qu'ils font quand même partie du conseil d'administration. Bienvenue dans votre émission de débat 7e sens, format de débat dédié à donner du sens au sens. Aujourd'hui, un invité, Othman Fahim, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Personne dans les profils adéquats pour le débat du jour 7e sens. L'ODJ, je rappelle que vous êtes économiste, expert spécialiste en gouvernance institutionnelle et en matière de développement territorial. Et on va beaucoup parler, et essentiellement d'ailleurs, de développement territorial avec vous. Province du Sud, avec cette proposition d'autonomie qui est en cours de réactualisation. Les PDTI, qui sont le nouveau programme de développement territorial intégré, qui ont été annoncés, qui font suite d'ailleurs aux discours royaux du souverain. Selon vous, quel type de développement territorial et à quelle vitesse, avec aujourd'hui à la fois cette proposition d'autonomie qui est en cours de réactualisation, donc et qui concerne les provinces du Sud, et ces nouveaux programmes de développement territorial intégré, on est sur quel modèle, quel horizon, quel cap? Moi, je pense, peut-être pour revenir un petit peu en arrière et pour bien ancrer un peu le sujet, je pense qu'on devrait revenir à partir de 2007 et 2015. Pourquoi? Parce que ce sont deux dates qui me semblent assez importantes, à la fois pour la question justement de l'autonomie de nos régions sahariennes, mais aussi de la vision qu'on voulait en faire en termes de développement territorial et de développement économique. En 2015, le gouvernement avait mis en place le programme national de développement des provinces du Sud, et avec une enveloppe budgétaire de 77 milliards de dirhams pour pouvoir développer à la fois le volet économique, les infrastructures de base, mais aussi certains secteurs pour pouvoir voir émerger, c'est ce qu'on a vu un peu plus tard, certains espaces urbains, dont Dakhla, Laayoune, et aussi certaines vocations économiques comme l'énergie solaire, le port de Dakhla, l'axe Tiznit-Dakhla aussi par ailleurs. Donc tous ces grands projets baignent en fait dans ce programme justement de développement des provinces du Sud. Donc on avait à cette époque-là une vision assez claire, évidente, et avec justement cette émergence de nouveaux programmes. Donc il y a eu les premiers PDR, la première version, la seconde version, pour revenir dessus. Aujourd'hui, avait déjà à cette époque-là, une approche différenciée, c'est-à-dire effectivement 2007 et 2015, et le coup d'accélérateur qui a été donné concernant le développement territorial des provinces du Sud. Et les PDR qui ont suivi concernant les 10 autres régions du pays, on voit bien que déjà, c'était pas du tout, le même modèle, et deux, c'était pas la même vitesse d'exécution. Bien entendu, c'est normal parce qu'il y avait déjà un retard qui était à rattraper, justement au sein de ces provinces, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a envisagé aussi et on l'oublie assez souvent, les schémas régionaux d'aménagement de territoire. Donc c'est venu juste après, et pour pouvoir décliner ces schémas régionaux qui sont
sont à un horizon temporel assez élevé, donc on parle de 45 ans. Là, il fallait opérationnaliser, donc mettre en place justement des programmes de développement, soit au niveau provincial, soit au niveau régional. Donc ici, ça ne pouvait se faire qu'à travers justement une première mise à niveau. C'est ce qu'on a actuellement aujourd'hui. Il faut savoir que économiquement, peut-être juste pour contextualiser, ces provinces représentent à peu près 5% du PIB. Et on va constater que c'est dans certains espaces urbains, les PIB par habitant sont assez élevés par rapport à la moyenne nationale, tout simplement parce que la population y est moindre. Mais ça montre à quel point on a cette capacité justement dans ces provinces qui sont les nôtres d'avoir un fort potentiel justement économique et social. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'aujourd'hui, si on recontextualise, le Maroc le monde de 2007, c'est pas le monde. Le Pas monde du tout. d'aujourd'hui. Alors là, Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle séquence parce qu'il y a de nouveaux enjeux? Absolument. On le voit bien à la lumière de ce qui a été annoncé, qui est un peu surpris d'ailleurs, hein, ces nouveaux programmes de développement territoriaux intégrés. Certains considèrent qu'aujourd'hui, les plans de développement régionaux qui avaient été mis en place 2016, 2017, 2018, progressivement, est-ce qu'ils sont mis de côté? Est-ce qu'ils sont suspendus? Est-ce que certains d'entre eux vont être solubles dans les nouveaux programmes de développement territoriaux? Quid de la gouvernance, ne serait-ce que sur les 10 régions déjà, et de voir aussi, effectivement, mais ça sera peut-être un peu plus tard, et que c'est surtout conditionné concernant les provinces du Sud par la nouvelle proposition d'autonomie. Donc on a l'impression, en fait, on a deux séquences qui sont aussi, là aussi différentes et différenciées. À mon sens, c'était quand même à départager, tout simplement parce que on est dans deux logiques. Au niveau justement du ministère de l'Intérieur et donc du coup au niveau de nos provinces, on avait déjà des programmes du type, on avait les PDT, donc les programmes de développement territoriaux, et il s'en est suivi les PDI, donc les programmes de développement intégré. Et là, nous avons une nouvelle génération justement de programmes avec un ancrage et avec un positionnement sur 5 axes principaux qui sont le social et l'emploi principalement. Et services publics, bien sûr. Avec un focus justement sur les infras de base et les équipements publics. Maintenant, il faut savoir que quand on regarde au niveau régional, la première version et la seconde version des PDR telles qu'on les connaît aujourd'hui ne va pas disparaître. Toutefois, les PDR vont être maintenus. À mon sens, oui, pour la simple et bonne raison que on est dans deux logiques et dans deux compétences totalement différentes. Maintenant, quand on parle effectivement d'emploi, le développement économique est une prérogative régionale. Il n'empêche que les autres niveaux de collectivité y contribuent, y compris au sein des PDTI. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle des projets ou des programmes qui sont cofinancés par ces mêmes lots de programmes. Et si on regarde au niveau, par exemple, ne serait-ce que très local, la question, par exemple, des services de proximité ou des services publics marche parfaitement avec les infras de base dont on parlait au niveau des PDTI. Maintenant, pourquoi une telle proposition? Pourquoi de nouveaux programmes encore? Vous me direz. Sans avoir fait, je le rappelle aussi, seulement à ma connaissance, alors vous êtes beaucoup plus impliqué et légitime là-dessus, d'évaluation. C'est-à-dire qu'on a une série de programmes pour le commun des mortels et le citoyen lambda. Difficile d'y voir clair, c'est-à-dire qui va faire qui va faire quoi, nouveau modèle de gouvernance et institutionnelle qui est en train de se dessiner au niveau des provinces du Sud, et d'un autre côté, un nouveau programme, une nouvelle génération de programmes de développement territoriaux intégrés qui est proposé et qui vient s'empiler sur d'autres programmes déjà qui étaient existants sans que une évaluation très concrète ait été faite et rendue publique. Empiler, non, remplacer, oui. Maintenant, effectivement, sur la question de l'évaluation, une évaluation de politique publique dans le vrai sens du terme, avec un ancrage local, régional, provincial, effectivement, c'est pas à l'ordre du jour. Toutefois, des évaluations annuelles sont déjà réalisées, que ce soit au niveau des PDR, que ce soit au niveau des PAC, que ce soit au niveau d'autres programmes, mais ça donne déjà une image assez claire. En plus de cela, des autosaisines, ont été déjà publiées. Il y a eu un certain nombre justement de concertations dans ce sens
sur la question de la régionalisation avancée, sur la question des dysfonctionnements de ces mêmes programmes-là dont on parle. Et je pense que ça émane quelque part d'un certain nombre de ces recommandations. Pourquoi ? Parce qu'on constate qu'il y a énormément de dysfonctionnements inter-institutionnels et aussi par niveau justement de collectivité. Ouais, c'est trop d'acteurs ? Pas forcément trop d'acteurs. Les acteurs sont là. Quand on parle de services déconcentrés, ils sont là. Ils sont heureusement d'ailleurs. Ouais, mais c'est l'efficacité. Mais c'est surtout la relation qu'il y a entre les acteurs institutionnels, donc leurs services déconcentrés, et les différents niveaux de collectivité. Et là, le bas blesse. Est-ce que c'est plus de fonctionnaires et versus élus ? Est-ce que Valeurs aujourd'hui, ça a bugué, ce manque des vitesses et cet accroissement des inégalités à la fois spatiales et sociales ? Et donc, du coup, l'émergence de ces nouvelles générations de programmes de développement territoriaux intégrés, est-ce que c'est effectivement, ça vient parce que pour ça répond à certains, ça répond à certains déficits. Qui a du mal à fonctionner avec l'élu de Guelmim. Ça répond à certains déficits, pas la totalité clairement. Il y a cette problématique justement de bras de fer entre élus et administration territoriale, ça c'est clair, c'est une évidence, même dans l'exercice. Là, on n'est en train de parler d'exécution de projet. Parfois, ce qui est proposé par les élus locaux, régionaux, n'est pas forcément adapté aux besoins qui ont été identifiés, soit par eux-mêmes, je veux dire, en l'occurrence par leur population, mais aussi sur les différents rapports, diagnostics. Là, je fais référence notamment à HCP, à l'ONDH et à un certain nombre justement de publications. Et là, c'est là où on constate justement que ces dysfonctionnements ajoutés à une lenteur des procédures, à un octroi de visa. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, je pense, ces PDTI, peuvent apporter une certaine flexibilité. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, on va avoir un ancrage provincial ou préfectoral et une meilleure coordination entre le niveau régional et le niveau provincial. Déjà. Après, bien sûr, le niveau local, c'est-à-dire au niveau de la commune, si vous voulez, les prérogatives ou les compétences sont légèrement différentes parce qu'ils sont plus axés aux services de proximité et donc là, je fais référence notamment à l'éclairage public, à la gestion des déchets. On l'a vu d'ailleurs, cette régionalisation sur la création des sociétés mixtes multiservices, rappelez-vous, gestion de l'eau, gestion de l'énergie à l'échelon régional. Ça baigne dans la même logique. On voit le transport aussi, on a le lancement d'une nouvelle génération de bus. Mais la question, c'est est-ce que Valeurs aujourd'hui, on doit considérer ou pas, alors c'est intéressant parce que c'est une question pas laser qui vous est posée, Othman Fahim, mais se dire voilà, est-ce qu'on dessaisit le pouvoir du politique, de l'élu au profit, au détriment du coup en l'occurrence, au profit du haut fonctionnaire et globalement de l'administration. Est-ce qu'on rentre dans cette séquence-là ? Dessaisir, non, parce qu'ils font quand même partie du conseil d'administration. Quand on parle par exemple de société de développement local ou société de développement régional ou encore de SRM, ici, la collectivité ne disparaît pas. Elle disparaît pas, mais là, l'élu non plus. Maintenant, toutes les SDL, c'est à l'échelle de la commune ou de la région, il y a une marge de pouvoir qui est extrêmement réduite. Ils n'interviennent pas sur le fonctionnement des SDL. On délègue la compétence. Oui. Mais la question d'abord, c'est pourquoi on la délègue ? Pourquoi on a même mis en place ce type de structure ? On délègue pour la simple et bonne raison que la compétence n'existe pas au sein de notre collectivité. C'est dans un premier temps. On délègue parce que on a un souci de performance. Donc là encore, au sein d'une commune, même la plus avancée, je peux donner l'exemple de Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech ou Agadir, on n'a pas suffisamment de compétences et les documents réglementaires législatifs ne donnent pas l'opportunité à ce type de collectivité de pouvoir s'accaparer ce type de compétences. Là, je fais référence notamment au statut justement d'administration territoriale. Est-ce que ce discours peut ne pas être gênant pour celles et ceux qui considèrent que ces élus où il y a peut-être aussi des formes d'incompétence, ce qui justifie la mise en place de sociétés de développement local dans toutes les régions d'ailleurs du pays, mais c'est les élus qui ont été élus. Donc quand on a été élu,
est-ce qu'on n'est pas en droit aussi de pouvoir exercer le pouvoir pour lequel on a été élu je n'irai pas jusqu'à dire incompétence des élus, mais là on est en train de parler surtout de compétences techniques. Les attributs. Effectivement, et ces compétences techniques, malheureusement, même parfois au sein de l'administration nationale, on fait appel à des experts avec des mandats éventuellement, ou encore des cabinets de conseil. Pour éviter cela, pourquoi ? Parce qu'on va avoir une flopée justement de ce type de prestations. On met en place une structure beaucoup plus élargie, structurée, avec un mandat spécifique. Et on oublie également de rappeler que ce type de structure répond à un autre objectif, c'est la question de la mutualisation des ressources. Au lieu d'avoir 10 projets ou 10 contrats de même nature, qui concerne une dizaine ou une quinzaine de collectivités, on a un seul contrat à gérer pour l'ensemble et on réduit les coûts par ailleurs. Donc, c'est un peu la philosophie, en fait, l'approche économique avec l'économie d'échelle, c'est ça aussi qui c'est conduit, l'idée aussi qui est prônée ici, dans ce type de structure. Après, le temps nous le dira. Est-ce que ça a été efficace ou pas du tout? Et vous le rappeliez tout à l'heure, la question de l'évaluation est toujours mise sur la table, que ce soit pour les politiques nationales ou encore plus pour les politiques locales. Elle était mineure sur blanc sur les PDTI. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans ces nouvelles générations de programmes de développement territoriaux, il y a effectivement l'objectif social et économique, la création d'emplois, les services publics aussi de proximité autour de la santé et de l'éducation. Mais tu fais bien quand même de le rappeler. Efficace, mais avec reddition des comptes, évaluation et reddition des comptes. Est-ce que ça veut dire que concrètement aujourd'hui, on va rentrer dans une séquence où c'est plutôt l'administration qui va devoir rendre des comptes à la population que les élus qui ont été élus? En clair, pour la faire court. Sans vouloir être réducteur. Pour la faire courte, reddition des comptes, en fait, ça rend compte de l'exécution budgétaire des projets. Sauf que c'est pas le sujet. Ici, à la rigueur, j'ai envie de dire, l'évaluation annuelle des projets actuellement, telle qu'elle est définie actuellement, suffit largement pour répondre à ce problème. Nous, ce qu'on recherche dans l'évaluation et dans le suivi et l'évaluation des politiques publiques, notamment locales, c'est la question d'objectifs et de résultats. Quand vous mettez en place une politique ou un projet et que vous n'avez pas de baseline, il y a un problème. Vous ne pouvez pas me dire on a mis en place un diagnostic, on va répondre de manière vague sur un sujet spécifique, on a alloué les fonds, on a dépensé les fonds, mais rien n'a changé. Et d'ailleurs, même cette question de rien n'a changé, on n'y répond pas tout simplement parce qu'on n'a pas de baseline. Donc on est obligé de recueillir des informations tirées de nos institutions statistiques pour pouvoir soi-disant donner un élément de réponse, mais qui reste quand même très insuffisant parce qu'il n'est pas forcément corrélé avec les projets qu'on a mis en place. Est-ce que là ça peut changer avec ces PDT? Je rappelle, je l'espère, mais ça ne peut changer, comme je disais, que si une baseline est mise en place. Donc, quel que soit le territoire et les mesures d'impact pour le citoyen, est bien d'accord. Bien sûr. Qui va être comptable de ça aujourd'hui? Parce que c'est dire, voilà, la gouvernance, on l'a bien vu, les PDTI, ça sera à l'échelle du gouverneur et du Wali, avec en regroupant les différents acteurs. On se dit a priori ce modèle-là, donc vous le validez et le confirmez. Mais qui demain va rendre des comptes à ce citoyen de Guelmim, de Oujda, de Knetra? Est-ce que c'est du coup l'administration? On l'a bien vu avec le phénomène et mouvements dynamiques et spontanés d'INZ des revendications aussi. Donc est-ce que demain et après-demain, ça sera plus l'élu qui sera dans les radars du citoyen parce qu'il y a un déficit en matière d'infrastructure, parce qu'il y a un déficit en matière de santé ou d'éducation, mais ça sera l'administration qui sera dans les radars et qui du coup prend le risque d'être directement interpellé par le citoyen? Les deux, proportionnellement à leurs compétences. Je veux dire, quand je traverse une commune et que je ne vois pas de voirie, le principal responsable, c'est pas le ministère de l'Intérieur, mais c'est le président de la commune. On va pas se mentir non plus. Est-ce que ça va perdurer avec le nouveau modèle vers lequel on se dirige? Bien entendu. Et la mise en place des PDTI. Mais bien entendu, on n'est pas en train de dépouiller les compétences propres
des communes, mais on essaie de trouver un moyen accéléré pour pouvoir répondre justement à nos exigences, notamment d'inégalité sociale et d'inégalité territoriale, et d'accélérer justement la réponse à ces besoins. Mais vous n'allez pas me dire que demain, avec un PDTI mis en place, structuré, prêt à évaluation, avec les indicateurs, les KPI et tout ce que vous voulez, toute la, si vous voulez, tous les regards vont être plongés sur le ministère de l'Intérieur, pas du tout. Alors vraiment pas. Ça sera toujours l'élu qui aura bien entendu, le vrai, de sa responsabilité. Bien entendu, parce que le vrai sujet ici, c'est quoi? C'est l'exécution et le ciblage des besoins et des déficits socio-économiques au niveau des territoires. Tous les projets qui vont être pilotés, cofinancés par tel ou tel acteur vont être jugés par conséquence par ces mêmes structures. En préparant le débat 7e sens avec vous, Othman Fehim, j'ai posé une interrogation, parce que je souhaiterais vous la poser, donc je vous la pose immédiatement. Est-ce qu'on est face aujourd'hui, face à une décentralisation administrative avec la mise en place de cette nouvelle génération de programmes de développement territoriaux intégrés, PDTI, et du coup, à moins de décentralisation politique? Est-ce que c'est ça en fait qui est en train de se dessiner aujourd'hui? Une décentralisation administrative avec le pilotage gouvernance du Wali et du gouverneur et des élus avec les différents acteurs, et du coup à moins de décentralisation politique, surtout qu'on est à quelques mois d'élections. Certains considèrent d'ailleurs que c'est une échéance importante, stratégique, capitale, c'est-à-dire voilà aussi en termes de timing et de temporalité. Est-ce qu'on assiste à un phénomène de décentralisation politique? Le bras de fer administration territoriale et élu ne date pas d'hier. Comme vous le rappelez, cette exigence électorale qui est assez imminente, c'est un peu elle qui crée un peu le débat, si vous voulez. Mais les appétits, c'est ça? Oui, principalement, parce que on fait un focus sur des programmes qui vont émerger, mais en réalité, si on n'avait pas justement cette vision électorale et si on avait précédé ça de peut-être 2 ans ou si on avait eu le discours de Sa Majesté plus tôt, peut-être que cet engouement n'aurait même pas eu lieu. Ça aurait été un énième programme justement à mettre en place qui répondrait éventuellement aux dysfonctionnements et à ce bras de fer dont je parlais. Le vrai enjeu ici, c'est que on va placer chaque acteur devant ses responsabilités. Et c'est ça qui est intéressant en fait, justement dans ces PDTI, c'est que c'est vrai que on va donner plus d'influence, plus de poids, plus de financement, et on verra ça au niveau justement de la validation de la loi de finances en 2000 dans les prochains jours, prochaines semaines, surtout sur la deuxième partie, donc sur la partie équipement investissement, et là peut-être qu'on aura une meilleure lecture justement de cet impact de ces différents PDTI et de leur poids économique. Et c'est là en fait on va vraiment jauger est-ce que il y a eu un virage sur l'aspect purement compétence, ou finalement c'est juste une restructuration et une facilitation dans l'exécution budgétaire. Donc c'est la validation du budget qui sera allouée, qui sera très déterminante dans la vérification en fait de se dire est-ce que le politique perd de son envergure au niveau local, au détriment de l'administration ou au profit de l'administration d'ailleurs, ou absolument, c'est ça. Est-ce que le 31 octobre dernier, on est à peu près à un mois, donc cette résolution historique validée 2797 a eu un effet direct et un lien extrêmement étroit, selon vous, avec l'accélération de ce qui a été mis en place et qui se traduit d'ailleurs par ce nouvelle génération de programmes de développement territoriaux intégrés, PDTI, parce que je rappelle que tout s'est aussi accéléré, en tout cas émergé, après le 31 octobre 2025, et certains considérant qu'effectivement il y a un lien à établir. Alors l'expert en gouvernance institutionnelle que vous êtes et de développement territorial,
Est-ce que c'est de se dire effectivement aussi, là, les territoires, c'est un sujet, ça a toujours été un sujet, mais c'est devenu encore un petit peu plus un sujet depuis que le Maroc s'est vu confier les clés pour le développement, j'allais dire, de nouveaux modèles de gouvernance institutionnelle, politique et également économique au niveau des provinces du Sud sous souveraineté marocaine. Est-ce que c'est ça qui a donné un coup d'accélérateur au PDTI? Non, pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. On est tous fiers justement de fêter cette journée de l'unité, même si que dans le collectif de tout le monde, les territoires sahariens étaient toujours marocains. Mais la logique des PDTI ne date pas justement, ou elle n'émerge pas de cette journée de l'Ouahda. Donc il faut quand même décorréler ces deux dates. Avec la proposition d'autonomie, avec la proposition qui concerne 2 régions, on est sur 12 régions. Tu le disais, Rachid, la proposition d'autonomie, ça c'est un autre sujet. Sa réactualisation aujourd'hui est discutée. Il y a énormément de concertations qui se font aujourd'hui, des propositions justement qui devraient émaner des recommandations des différents certain nombre, effectivement. Mais là encore, c'est un processus qui est si vous voulez, bien structuré, qui suit son chemin tout seul. Effectivement. Maintenant, la question des PDTI, comment elle va s'amorcer sur nos 75 provinces? C'est là où effectivement il y a un sujet. Donc dans les provinces justement du Sud, comment les PDTI vont jouer leur rôle, sachant que et c'est là où en fait il y a une certaine ambiguïté, que avec la réactualisation justement du plan d'autonomie, on a déjà en tête de mettre en place un certain nombre de structures, de nouvelles structures institutionnelles, d'une nouvelle réglementation, de plus de pouvoir au niveau local, donc d'une gouvernance locale qui est totalement différenciée de celle qu'on connaît dans nos autres régions. Et c'est là en fait où il y a une méconnaissance, si vous voulez, de ce qui va suivre, pour la simple et bonne raison que si on essaye d'adapter aujourd'hui ces mêmes PDTI version province du Sud, peut-être que ça va pas du tout s'appliquer, hein. Ou peut-être que ça va même pas figurer. Région autonome pour ces régions du Sud. Effectivement. Est-ce qu'on peut imaginer que ces régions-là, sahariennes, sous souveraineté marocaine, ne seront pas du tout concernées par tout ce qui va être mis en place dans les 10 autres régions coiffées et pilotées par des PDTI? C'est-à-dire qu'on est... À mon sens, je ne pense pas, parce que, comme je le disais d'ailleurs en début de débat, quand on a voulu investir justement ces provinces, on leur a mis en place un programme de développement spécifique. Et je pense qu'on est dans la même lignée. Donc, venir aujourd'hui mettre en place ou généraliser une nouvelle approche qui concernait spécifiquement nos régions et la généraliser de partout, même ça, c'est un débat, même ça, c'est un vrai sujet dans les provinces où on a la parfaite maîtrise. Est-ce que ça veut dire pour autant, ça ma dernière question là-dessus, Othman Fahim, c'est est-ce que du coup, le véritable enjeu et défi, c'est quelle articulation entre 2 systèmes institutionnels en une seule souveraineté? C'est ça aujourd'hui, à la lumière de ce qui va se mettre en place progressivement au niveau des PDTI, à la lumière aussi de la réactualisation de la proposition d'autonomie marocaine qui va être remise dans les prochaines semaines ou auprès des Nations Unies. Est-ce que c'est l'articulation, comment on articule 2 systèmes institutionnels en une seule souveraineté? Ça, c'est une question assez complexe et je pense qu'on n'a pas toutes les réponses. Est-ce qu'on tend vers ça? Est-ce que ça va être aussi un peu le défi de trouver la bonne mécanique, en fait? Ça sera forcément ça. Et je pense que quelque part, la proposition, bon, on l'a pas actuellement, elle n'est pas complète à nos yeux, mais je pense que c'est un moyen
qui pourrait nous permettre de voir si tout le processus qu'on a essayé de développer, de faire avancer très rapidement à travers la lenteur malgré tout de nos institutions, des défis réglementaires, des défis institutionnels, cette accélération ou ce plan d'autonomie va nous permettre de répondre quand même à une seule question, voir si le processus de régionalisation avancée, s'il était poussé à l'extrême, est-ce qu'il marcherait ? Et c'est là où je trouve quand même assez pertinent justement cette poussée, cette accélération dans le plan d'autonomie. Pourquoi ? Parce que on va doter nos régions sahariennes d'un éventail de réglementation, d'une autonomie très avancée, que ça soit sur le plan fiscal, même s'il y a des problématiques économiques, aussi foncières aussi, parce qu'il y a un vrai défi sur sécurité également d'ailleurs. Sécurité, on va dire que les fonctions régaliennes dans toutes nos régions ne vont pas changer de sitôt, donc elles vont être maintenues. La question de sécurité défense, mais sécurité voie publique, police. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Mais là encore, ça va être le tableau ne va pas changer. Mais sur l'aspect purement exécution des projets de gouvernance locale, etc., de fiscalité locale aussi, là, on va vraiment voir est-ce que le modèle marche ou pas. Est-ce que ça veut dire que ce qui va être proposé et débattu d'ailleurs sous l'égide des Nations Unies et mis en place va être un véritable test et surtout une expérience qui peut être extrêmement profitable pour l'ensemble des territoires, effectivement. À mon sens, ça va en fait nous permettre de se dire, si on donne et on octroie une autonomie financière et une gestion administrative totale justement de nos territoires, est-ce que en étant justement autonome, elle pourrait répondre aux défis et aux exigences de nos populations? Donc si ça marche dans les provinces du Sud, ça ne devrait que marcher. Modéliser sur l'ensemble des régions. Oui, bien sûr. Après, les défis changent d'un territoire à un autre, c'est clair. En fonction des spécificités. Bien entendu. Mais il y a énormément de défis comparables et donc ça ne pourrait être que profitable. Merci infiniment, Othman Fahim, pour cet éclairage. Parce qu'on a c'était un peu gris clair, gris foncé. Oui. Voilà, il y a les propositions d'autonomie qui sont en cours, avec des recommandations qui ont été faites déjà par les forces politiques et les partis politiques. Je pense qu'il y a peut-être d'autres chantiers aussi en cours prévus pour une version finale de la proposition d'autonomie revue et réajustée et validée, qui va être soumise donc aux Nations Unies et en même temps nous, au niveau intérieur, parce qu'on voit bien qu'il y a un enjeu à la fois externe et un enjeu interne, c'est PDTI, ces programmes de développement territorial intégrés qui vont être lancés. Ça ne dissout pas. Non, dissoudre, parce que c'est les PDR. Oui. Ben voilà, on va voir un petit peu. Voilà, mais vous dites, quoi qu'il en soit, il y aura une gouvernance, un modèle de gouvernance qui va être établi par région, Wali, gouverneur et les différents acteurs, et que les élus, de toute façon, quoi qu'il en soit, continueront à avoir leurs prérogatives et seront toujours redevables, en tout cas, à rendre des comptes aux citoyens. Absolument. Et personne ne pourra se défausser. Exact. Merci infiniment, Othman Fahim. Merci à vous. Je m'appelle économiste, spécialiste expert en gouvernance institutionnelle et en matière de développement territorial. Merci à vous et à très vite. Merci. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.